Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce livre-là, Le crépuscule d'une idole, sous-titré L'affabulation freudienne, tout le monde a bien compris que c'est une bombe. Hein. Oui, c'est une bombe. C'est un livre dont on va certainement parler toute l'année. Mais avant d'en parler, on n'a pas la chance d'avoir un grand philosophe sur ce plateau toutes les semaines. Une question d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de rumeurs et de complots autour du couple présidentiel ? Qu'est-ce qu'il pense de ça, le philosophe d'Argentan, Horn ? Qu'il n'y a pas de rumeur avec n'importe qui et que des gens qui fabriquent l'opinion, qui interviennent sur l'opinion, qui ont des gens qui vous expliquent comment il faut penser, ce qu'il faut dire, comment il faut organiser ceci, cela. Il y a un moment où effectivement, comme avec l'apprenti sorcier, les rumeurs qu'on fabrique, elles nous reviennent en pleine face, pas forcément celles qu'on aura fabriquées, mais d'autres que d'autres auront fabriquées. Donc je trouve ça assez déplorable. Je pense que les grands hommes jadis n'étaient pas encombrés par des rumeurs. Alors, une autre question. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du pape, Benoît XVI, par rapport aux pédophiles ? Alors là d'ailleurs, ça se rapproche de votre livre, puisque dès le début de l'introduction, vous parlez de votre séjour dans un orphelinat avec des prêtres, où vous disions que vous avez assisté à quelques actes de pédophilie. Dont certains étaient pédophiles, oui, ouais. Je pense qu'on peut le dire. Qu'est-ce que doit faire l'Église ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Dissolution immédiate. Non, je sais. Raser le Vatican là, je tends une perche à la tête. Faire un élevage de serpents, comme disait Nietzsche. Ce qu'elle devrait faire, écoutez, elle fait ce qu'elle fait, et puis effectivement, elle couvre les siens, c'est le cas de le dire. On a par exemple excommunié des prêtres parce qu'ils étaient marxistes. On n'a jamais excommunié aucun curé parce qu'il avait été pédophile. Et il y a même des curés pédophiles qui ont été couverts par leur hiérarchie. Il y a eu une histoire à Caen célèbre d'un prêtre qui a abusé des enfants pendant des années, dont un de mes amis qui a fait 18 ans de prison et qui était couvert par sa hiérarchie. Donc bon, je trouve qu'il y a une espèce de double jeu. Un jour, l'évêque de l'évêché dans lequel je suis est venu dans le train me présenter ses excuses pour ce que j'avais vécu en pension. C'est un homme très bien, vraiment, et on a parlé d'autres choses, de politique. Qu'est-ce que vous aviez vécu ? La terreur de prêtres pédophiles, c'est-à-dire qu'il y avait 2 ou 3 pédophiles clairs et nets dans cet endroit. Qui voulaient de la chair fraîche oui, et qui consommaient de temps en temps, donc les plus fragiles, les plus exposés. Donc moi, je n'y ai pas eu droit, ceci dit, des attouchements, des tripotages, enfin ce genre de choses, et toujours la terreur. On se retrouve dans le couloir parce qu'on a fait une bêtise et qu'on est mis à la porte, et il y avait le préfet de discipline, comme on disait à l'époque, qui passait, et donc on savait qu'il était friand de ce genre de choses. Donc on a couvert, la hiérarchie a couvert beaucoup de ces choses-là pendant des années. Alors maintenant on commence à en parler, mais même Monseigneur Gaillot dit que lui, il a couvert des prêtres pédophiles parce qu'on lui avait demandé de le faire. Mais enfin à l'époque, il parlait sur plein d'autres sujets, il aurait pu parler sur ce sujet-là en disant qu'il n'y consentait pas. Non, je pense que structurellement, appeler au renoncement à la sexualité pour une vie entière à la chasteté, c'est une théorie de cinglé. On est taré quand on renonce à la sexualité pour toute sa vie. Alors ça nous fait le lien avec votre livre qui arrive après le traité de la théologie, il y a quelques années, qui lui s'en prenait à Dieu, carrément. Ça avait été un énorme succès. Et là, vous récidivez, vous en prenez à Sigmund Freud, à la psychanalyse, qu'on peut peut-être considérer comme une autre religion. C'est effectivement l'une des grandes religions du XXe siècle. Il y en a eu quelques-unes, enfin des fascismes divers. Et il y a eu cette espèce de délire étonnant, extravagant. Moi, j'ai fait une contre-histoire de la philosophie à 8 ans. Et puis j'arrive à Freud en me disant je vais aborder Freud sous l'angle de la philosophie vitaliste. Je me suis dit je vais travailler la question du dossier des anti-freudiens. Et puis j'ai découvert qu'ils avaient raison. Donc, alors ça, c'est une vraie boucherie, ce livre. Bon, on vous reçoit en avant-première, mais tout le monde va parler que de ce livre pendant, à mon avis, des mois. C'est un dépeçage, un désossage. Enfin, comme la psychanalyse a bien dû rendre service à des gens, non ? Ah oui, la religion aussi. Le stalinisme aussi, le national-socialisme aussi probablement. Enfin, il y a toujours des possibilités de sauver ce qui n'est pas sauvable sous prétexte qu'il y aura eu ceci, cela. On peut pointer, prélever et puis sauver 2 ou 3 petites choses en disant mais l'économie de l'ensemble, des fascismes, du nazisme, etc., n'est pas défendable. Et je pense que la structure même de la psychanalyse, même si elle a pu sauver quelques-uns ou guérir quelques-uns, comme la grotte de Lourdes a pu en sauver quelques-uns, la grotte de Lourdes n'est pas la preuve de l'existence de Dieu, même si vous avez des béquilles qui sont accrochées. Donc le fait que quelques-uns aient pu s'y trouver
y trouver leur compte à la psychanalyse ne permet pas de défendre totalement. Alors vous procédez dans ce livre extrêmement violent à une démolition, disons, en 3 étapes, on pourrait dire. Premier plan, le plan personnel. Alors on apprend de Freud que c'était quoi, un détraqué, obsessionnel, haïssant son père jusqu'à vouloir le tuer en permanence, obsédé par l'argent, phobie des trains, des voyages. Cocaïnomane, voilà. Obsédé par la réputation, voulant absolument laisser une trace dans l'histoire, prêt à faire n'importe quoi, brûlant les preuves du fait qu'il n'a pas été très moral pendant toute son existence, inventant des choses extravagantes, affabulant sur les cas qu'il prétendait avoir soignés et guéris, qu'il n'a jamais guéris, créant des cas qui n'ont jamais eu lieu pour proposer sa théorie de la séduction, disant que toutes les névroses procédaient de viol des petits garçons ou des petites filles par leur père ou par leur mère, enfin, inventant des choses extravagantes. Plus de 10 années de cocaïnomanie qui font ces 12 années que vous avez un personnage qui dit une chose et son contraire. Enfin, il est quand même considéré comme un saint, là. Vous allez voir des armées se lever contre vous, là, Michel Onfray. Oui, parce que Quand il va sortir dans 15 jours, ça va... Oui, je tape au portefeuille aussi. Attention. Oui, c'est-à-dire quand vous expliquez que Freud prend 450 € pour une... Enfin, j'ai fait des conversions pour... oui, ça, il aimait l'argent. Hein, oui. 450 € la séance, qu'il vous dit une séance par jour, sauf le week-end et toute l'année, que ça doit durer 4, 5, 6 ans. Effectivement, il y a des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas envie qu'on dise ce genre de choses. C'est un tyran domestique aussi qui couche avec sa belle-sœur, qui fait dormir juste à côté de la chambre conjugale, en fait, dans une chambre où elle est obligée de passer devant le lit conjugal de monsieur et madame Freud. Après nous avoir dit qu'il avait renoncé à la sexualité pour pouvoir sublimer sa libido dans la création de cette discipline scientifique qu'est la psychanalyse. La légende, c'est ça. Il arrête la sexualité, Freud, pour pouvoir concentrer sa libido sur l'invention de la psychanalyse. Et puis on découvre qu'il couchait avec sa belle-sœur, qu'il partait en vacances avec elle, qu'il laisse sa femme qui a failli mourir de la grippe espagnole comme des millions de gens en Autriche à cette époque-là toute seule parce qu'il écrit des cartes postales à sa femme en disant « Si tu nous voyais, qu'est-ce que ça se passe bien, le paysage est magnifique, on mange bien... » Enfin, chose extravagante. Vous êtes allé chercher partout, hein. Oui, parce que je fais une lecture... Je me disais par moments, c'est un bouquin de philo, hein, c'est clair, extrêmement lisible, et en même temps, il y a presque du journalisme d'investigation, c'est-à-dire vous avez tout lu, quoi. Ben oui, toutes les lettres... Tout et plus que tout, c'est-à-dire l'œuvre complète et la correspondance. C'est surtout dans la correspondance qu'on découvre des choses. Et quand on croise la correspondance, l'œuvre complète et la biographie, ce qui est ma méthode depuis 8 ans à l'Université populaire, on découvre des choses extraordinaires. Alors oui, de fait, c'est une proposition nietzschéenne. Nietzsche nous disait, dans la préface au Gai Savoir, qu'une pensée, c'est toujours la confession et l'autobiographie du penseur. Et j'ai essayé de faire ça pour Freud en disant, voilà, la psychanalyse, c'est extraordinaire tant qu'il s'agit de comprendre Freud. Au-delà de Freud, ça ne marche plus. Alors, deuxième étape dans la démolition, c'est pas une science. Hein. Moi, je sais pas, on croyait que c'était une science, la psychanalyse. Vous nous expliquez que non. Vous nous dites carrément c'est un imposteur et un pilleur. C'est-à-dire, il a pillé la plupart de ses idées chez les grands philosophes, chez Empédocle, par exemple, Eros et Thanatos. Et même l'inconscient, il a piqué à Nietzsche, dites-vous, et à Spinoza. Nietzsche, Schopenhauer, Hartmann, qui fait une très grosse philosophie de l'inconscient. Oui, effectivement, il pille, il cache ses sources toujours, et puis il invente... C'est ce que tout le monde fait. Ah oui? Non, le pillage, c'est... Dans le domaine des idées, ça a toujours été parce qu'il y a des salauds ailleurs que pour autant il ne le serait pas. Mais de fait, il y a surtout cette idée qu'il aurait inventé, découvert, qu'il n'a pas de prédécesseur, qu'il n'a pas de lecture en amont qui aurait justifié qu'il puisse dépendre de tel ou tel. Il découvre, il invente, et il dit « je suis un scientifique ». Il y a eu 3 grands scientifiques, dit-il, de son vivant. Hein. En 17, il espère avoir le prix Nobel, il ne l'a pas, il n'est pas content. Donc il écrit un texte en disant il y a eu 3 grands génies qui ont révolutionné l'humanité. Copernic, Darwin et moi-même. Ouais, là, il a la grosse tête. Pas gêné, hein. Donc, et alors, dans un autre texte, il se définit comme un conquistador et un aventurier. Ça vous plaît beaucoup, ça? Parce que pour vous, c'est un aventurier. Mais parce qu'il le dit dans la correspondance. Et de fait, il écrit à Fliss, et ça, c'est une mine, la correspondance à Fliss, il dit « mais je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un chercheur, je suis un conquistador ». Et les conquistadors, ça ne s'embarrasse pas de morale, ça ne s'embarrasse pas de vertu, ça ne s'embarrasse pas de vérité, le mensonge, etc. Qu'est-ce qu'on demande à un conquistador? Qu'il découvre un territoire nouveau. Alors c'est vrai qu'il a des obsessions absurdes pour un scientifique, que vous développez d'ailleurs notamment contre la masturbation. Oui, c'est assez comique. Ça doit être un grand masturbateur. Là c'est comique un peu. Plutôt, oui. Il passe des séances entières à expliquer que la masturbation, c'est effrayant. Sourd, enfin non, il dit pas ça, mais presque. Mais presque, oui.